Vous écoutez Sexe, Drogue et Philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Coder. Aujourd'hui, on parle de souveraineté autochtone. Allô, Alexis! Allô, Amélie! Je suis vraiment contente de te retrouver ce soir pour un nouveau sujet de notre podcast. Tu m'en as parlé quand même pas mal aujourd'hui, que tu avais fait beaucoup de recherches, là. Fait que ça augure bien. Ça a l'air super intéressant. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de souveraineté autochtone. Ok. Mais en même temps, on va parler, ça va être je vais passer par la philosophie politique, puis je vais parler de pensée autochtone, puis de décolonialisme, puis de constitution canadienne. Fait que c'est comme une grosse aventure, mais c'est vraiment un sujet super intéressant, puis super riche, puis qui continue d'évoluer. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a des belles choses qui se passent, puis il y a des lumières au bout du tunnel, mais en tout cas, je vais vous présenter, je te vous vois pas, Amélie. J'espère. Je vous vois les gens. Mais je comprends, parce qu'il y a genre plus qu'une personne qui nous écoute, là. C'est ça. Mm-hmm. Oui, bonjour les gens, les plus qu'un. Je vais vous présenter des auteurs-autrices, des gens qui ont réfléchi, c'est ça, à la question de la souveraineté autochtone au Canada. Et c'est vraiment super intéressant, puis c'est vraiment plus riche qu'on peut l'imaginer de prime abord, surtout à partir du moment où on connaît rien. Mais je vais commencer par faire une reconnaissance de territoire. Parce que on se retrouve en ce moment en territoire non cédé de la nation Mohawk. Montréal, c'était un territoire, c'est encore un territoire habité par les Mohawks, puis beaucoup d'autres nations, parce que ça a toujours été un lieu d'échange. Puis là, je fais cette reconnaissance-là de territoriale, puis tu sais, toi, comme beaucoup de gens, se sont rendus compte que de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, là, la reconnaissance territoriale. Je sais que au Musée McCord, où je travaille, il y a comme une politique qui est émergée, puis là, on a tout des bases, des cadres pour faire cette reconnaissance-là dès que possible, chaque fois qu'il y a une conférence, des lancements je sais pas, d'expositions, etc. Puis même que depuis décembre 2017, au début de chaque conseil municipal à Montréal, dans la ville de Montréal, il y a une reconnaissance territoriale. Donc, au début de chaque conseil municipal, t'as l'assemblée qui est comme ah oui, on reconnaît le territoire de Montréal comme non cédé des nations autochtones. Puis j'ai de la misère avec ça. On dirait que j'ai de la misère avec ça. Comme, je le vois, comme tu dis, tu sais, effectivement, je le vois de plus en plus. Puis qu'on appelle Montréal par son nom Mohawk, là, que je sais pas trop c'est quoi. Ben, je l'ai sous les yeux, mais je suis pas game de le lire. C'est correct. Mais c'est juste que je trouve ça pas hypocrite, mais presque. Tu sais, dans le sens, ok, c'est un territoire non cédé, qu'est-ce que tu vas faire, genre? Ouais. Tu sais, je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire, mais de faire ça, je trouve que c'est un peu de l'activiste de performance. Mm-hmm. Puis c'est juste pour que, regardez comment est-ce qu'on est cool, on est woke, on dit ça, mais au final, qu'est-ce que ça fait, tu sais? Je veux dire, il y a pas plus de personnes, genre, je sais pas moi, des dirigeants de nations Mohawk qui siègent, je veux dire, au conseil municipal. Il y a pas plus de pouvoir qui est donné au, tu sais, je veux dire, au peuple dont on a volé les ancêtres, là, tu sais, je sais pas. Fait qu'à chaque fois que je vois ça, je suis comme, ok, nice, tu sais, c'est nice de le reconnaître, mais tu sais, so what? Genre. Ouais, effectivement, c'est souvent le cas, c'est un front qui... C'est comme si tu ressens comme de l'anxiété. Puis là, t'es comme, je reconnais qu'on a volé ce territoire-là, puis après ça, tu penses à autre chose. Ouais. Puis c'est comme si c'était tout. Puis ben, c'est une part des choses, puis effectivement, c'est souvent problématique.
Mais mais idéalement, il y a autre chose. Idéalement, c'est une reconnaissance de territoire. Ça veut... C'est une manière de... Je sais pas, de rappeler pas la souveraineté, parce que ça aussi, genre, on va peut-être en parler un peu, là, si on a le temps, mais la souveraineté, c'est vraiment un concept occidental, genre, puis qu'à la base, genre, le fait d'habiter un territoire, la manière dont on habite le territoire dans la tradition autochtone, puis dans la pensée occidentale, c'est vraiment différent, genre. Mais ça, on en reparlera, mais juste le fait de dire à chaque fois qu'on fait une expérience publique, c'est comme un geste symbolique, puis ça fait partie d'une genre de réappropriation du territoire par les nations autochtones, mais encore une fois, c'est une part de la solution, mais si on a besoin de solutions comme ça, entre guillemets, c'est entre autres parce que, en fait, contrairement à l'impression qui est facile d'avoir en tant que personne blanche ou non racisée, le Canada n'est pas une société post-coloniale, dans le sens où on vit encore avec les vestiges du colonialisme de manière très, tu sais, pas juste subtile, mais subtile dans le sens où on s'en rend pas compte, mais c'est très 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 présent. En fait, les artefacts... On s'en rend pas compte parce qu'on est blanc, oui, là. c'est ça. On n'est pas autochtone, en fait. C'est ça. On n'est pas autochtone, on n'est pas racisé, on se rend pas compte genre, qu'il y a comme toutes sortes de traces à l'impérialisme dans la Constitution canadienne, parce que je vais pas me lancer, mais alors même que l'élite politique canadienne se réclame du multiculturalisme, genre du progrès social, de l'égalité, c'est vraiment comme dans... c'est ça qu'on affiche, là, comme à l'international, le Canada. Sauf que la structure, genre de l'État, qui est essentiellement genre centralisée, ça maintient encore maintenant, genre, tout de manière... à cause de la Constitution, puis genre de notre système juridique, ça maintient les peuples autochtones dans un statut genre comme flou, genre juridiquement, politiquement. Tu sais, on dit ah oui, vous êtes des nations, mais en pratique, ils ont pas de droit, ils ont pas le droit à l'autodétermination. Sinon, genre des concessions comme un peu humiliantes du gouvernement. Puis d'ailleurs, il y a des droits qui ont été accordés à certaines nations, genre comme le droit de la pêche de subsistance, par exemple, tu sais, ou tu sais, certaines affaires, mais c'est souvent, c'est vraiment comme l'État canadien qui, de son autorité supérieure, donne ça, alors que ce dont ont besoin les nations autochtones, c'est d'une égalité, là. Faut pas que ça soit genre la Cour suprême qui dit oui, non, faut que ce soit un échange, tu sais. Fait que ça, c'est toujours été humiliant, puis c'est toujours des maigres concessions. Puis c'est ça, quand il y a les nations autochtones qui font des demandes pour plus d'autodétermination, ça se ramasse tout le temps en Cour suprême, puis là, c'est la Cour suprême qui décide. Puis même si elle dit oui, c'est quand même une autorité extérieure qui va décider à leur place, genre de leur... qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu sais. C'est comme, vous allez avoir... vous allez être sous le contrôle... du gouvernement comme si vous étiez un citoyen canadien, mais on vous met dans des réserves, puis il y en a beaucoup qui ont même pas d'eau potable, mais comme faut quand même que vous écoutiez les consignes. Comme arrêtez de chialer, là, vous avez pas d'eau potable, au moins vous êtes autonome, là, genre on vous achale pas, il y a plein d'affaires, tu sais, c'est comme... c'est vraiment comme des concessions plus que des reconnaissances des droits qu'ils ont fondamentalement. Mais ça, c'est dit, il y a de l'espoir, comme je disais. Puis il y a beaucoup de mouvements des intellectuels autochtones et non autochtones qui ont réfléchi à ça, puis il y a toutes sortes de mouvements culturels, intellectuels qui cherchent à changer ça, là, changer la dynamique entre les nations autochtones puis l'État. Puis il y en a un dont j'aimerais parler aujourd'hui que je trouve super cool. Puis il y a plusieurs noms, là, mais il y a des gens qui appellent ça le traditionnalisme conscient ou la résurgence. Puis ça, en fait, c'est des théories qui... c'est des intellectuels autochtones qui se sont tournés vers les traditions de leurs ancêtres, les traditions autochtones du passé, pour en fait s'en servir pour essayer de réfléchir
à des alternatives à la pensée politique qui est comme actuelle. Parce qu'en ce moment, on est comme pris dans le carcan genre du monde politique à l'occidental, genre, avec mais tu peux pas faire ça parce que c'est la cour qui décide, machin. Sont comme pris. C'est là qu'on parle aussi le colonialisme, c'est pas juste des institutions, c'est aussi une manière d'envahir l'esprit avec des concepts qui t'empêchent de t'émanciper un peu d'une manière de réfléchir. Puis le traditionnalisme conscient, c'est comme une manière d'aller puiser dans des savoirs ancestraux pour comme proposer autre chose que genre la souveraineté de l'État ou les frontières, les contrats, les affaires comme ça. Je suis curieuse de savoir c'est quoi qu'ils proposent. C'est super intéressant parce que tu sais, je sais pas toi, mais moi à l'école au primaire, quand on parlait des nations autochtones, là, on parlait, tu sais, dans ma tête, pendant longtemps, genre la tradition autochtone, c'est, excusez-moi les gens qui m'écoutent, là, mais ça témoigne genre des lacunes de notre système d'éducation, mais c'est genre des tambours, des chansons, puis genre du chamanisme, puis ouais, tu sais, genre c'est très fétichisé, c'est très caricatural. Puis, tu sais, on apprend à propos des Algonquins, puis des Iroquois, puis chasseurs-cueilleurs, sédentaires, puis nomades, whatever, puis c'est ça, là, tu sais, c'est pas du tout adéquat comme éducation, là, parce que en plus, c'est la même chose qu'on apprend tout au long de notre parcours scolaire en histoire. C'est stupide. C'est toujours les mêmes choses qu'on apprend, tu sais, je me rappelle avoir appris en 3e année du primaire au sujet des Algonquins puis des Iroquois, de comment est-ce qu'ils vivaient avant que les colons français arrivent, là. Tu sais, vraiment, ça fait fucking longtemps, là, c'est des centaines d'années. Mais rien à propos de ce qui se passe là, en ce moment. Fait que c'est un peu ordinaire, puis c'est exactement la même chose que j'ai réappris en genre 4e année du secondaire. On est repassé sur la même chose. Puis je comprends pas. Puis les maigres choses qu'on apprend, c'est comme... Parce que moi, j'ai l'impression c'est comme opposé à la rationalité occidentale. Comme, c'est essentiellement spirituel et tout. Puis tu sais, oui, il y a une spiritualité dans la tradition autochtone, mais c'est tellement réducteur de dire que la tradition, la pensée autochtone, c'est juste ça. Parce que, tu sais, il y a une tradition politique autochtone, tu sais, il y a une tradition intellectuelle, puis en tout cas, c'est ça dont je vais parler, puis que je trouve super cool. Il y a des alternatives, genre super riches et concrètes à des concepts, justement, comme l'État souverain, des trucs à l'occidental. Puis là, je vais revenir, parce que j'ai des citations vraiment crunchy sur le fait que la Constitution canadienne est un peu... problématique. J'allais dire des choses grossières. Parce que... T'allais avoir un poupou mouth. Ah oui, c'est ça. Poupou c'est mouth. bon. Quelle belle manière de le dire. Poupou mouth. Le bouche pleine de caca. Parce que si les gens qui sont sceptiques qui nous écoutent, quand je me renseignais justement sur ce sujet-là, j'ai découvert un philosophe qui s'appelle James Tolley, qui est pas autochtone lui-même, mais qui s'intéresse beaucoup à la question. Puis lui, il est politicologue, puis tu sais, pour donner de la légitimité à son propos, genre il enseignait à Oxford, Cambridge, McGill, Toronto, puis à l'Université de Victoria. Fait que c'est un Canadien qui est très connu dans le milieu de la philosophie politique. Puis lui, il s'est beaucoup intéressé genre au principe de ce qu'on appelle le constitutionnalisme moderne. Ça, c'est des gros mots pour dire en fait que comment la constitution des États occidentaux sont faites. Puis il dit la Constitution en ce moment est je cite, formée de citoyens égaux en principe, qui sont traités de façon identique plutôt que équitable, d'un seul régime national d'autorité juridique et politique institutionnalisé plutôt que plusieurs régimes. Fait que là, essentiellement, ça dit c'est centralisé, ça part de comme une idée du peuple qui est comme uniforme, là, tout le monde est supposé être pareil, donc parce que tout le monde est soumis aux mêmes lois, genre juridiquement, politiquement, tout le monde est identique. Puis on dirait que c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais ça n'a pas besoin d'être comme ça.
Puis cette homogénéité-là dépend aussi d'une idée, d'une hiérarchie qui existe entre les cultures et les valeurs. Parce que tu dis, si tout le monde est soumis aux mêmes valeurs juridiques, politiques, ben, c'est nécessairement parce que tu prends pour acquis que c'est les meilleurs, tu sais. Fait qu'il y a comme une idée c'est comme c'est des lois universelles. Puis tu sais, je dis ça, est-ce que c'est ça que pensent en ce moment les juristes puis les politiciens? Peut-être pas. Mais c'est l'idée qui existait quand on a écrit la Constitution canadienne, puis la Constitution américaine, puis beaucoup d'autres constitutions d'États en ce moment. Tout ça, c'est des vestiges. Oui. C'est ça, c'est tellement des documents qui sont vieux. Ah oui. Puis c'est assez intense le fait qu'on puisse pas les modifier. Mm-hmm. Ou que du puis moins qu'on ça les prenne... amende, mais on peut pas repartir à zéro. Puis en fait, que ça pas... Puis là, je vais en parler, mais c'est drôle que tout notre système juridique est écrit sur des choses qu'on écrit, qui sont dures à modifier, mais comme pourquoi on les réécrit pas tous les ans à la mesure que la société change, que la population change, que les gens évoluent. T'sais, on le fait pas parce que c'était pris pour acquis que c'est l'idéal social, puis c'est ça, tu sais. I guess que ce serait vraiment un gros travail. Mm-hmm. Ben oui. Si c'était à toutes les années. Ben, ce serait vraiment un gros travail, là. Je vais y revenir. Mais je vais sortir une autre citation de James Tully que je trouve vraiment cool, puis il dit, ben, vraiment crunchy, là. Sous ses airs d'universalité, la Constitution canadienne est impériale à 3 égards. 1, en servant à justifier à la fois l'impérialisme européen. 2, la règle impériale des vieilles colonies sur les populations indigènes. Et 3, l'impérialisme culturel imposé aux divers citoyens des sociétés contemporaines. Puis là, tu sais, ça, c'est comme au moment où ça a été écrit, la Constitution canadienne. Tu sais, en ce moment, on s'entend-tu qu'on justifie pas consciemment l'impérialisme européen? Puis comment dire? Les vestiges du colonialisme ont beaucoup évolué avec le temps, mais les trucs qui restent comme l'impérialisme culturel, puis ça se transforme, puis ça survit, puis sans qu'on s'en rende compte, on s'attache à des institutions qui sont vraiment pas nice. Puis c'est là que j'en viens avec l'alternative que propose la tradition autochtone, puis là, que moi je trouve super cool, parce que c'est... Là, je rentre plus dans la philosophie, puis que je trouve super inspirant en tant qu'alternative à une vision très écrite comme intemporelle, genre de la Constitution puis de la structure de l'État. Puis je vais commencer avec le mode de vie des populations autochtones avant la colonisation. Puis là, je vais citer des penseurs comme Beta Samosake Simpson, qui est une penseure, elle s'appelle Lynn Beta Samosake Simpson. C'est une intellectuelle autochtone canadienne qui était aussi genre essayiste, écrivaine, une artiste. Vraiment cool. Elle a écrit un livre que vous pouvez aller le voir, on va le mettre dans les références. Ça s'appelle Sur le dos de notre tortue. Puis c'est essentiellement sur ça. C'est comme elle propose des alternatives à la Constitution canadienne. Puis elle dit que, en fait, dans le rapport à la nature, le mode de vie des Autochtones, les frontières, et là je cite, les frontières qui délimitaient le territoire étaient plus fluides que celles des États modernes, mais les territoires Anishinaabe étaient délimités par la langue, la philosophie, la manière de vivre et la culture politique. Puis là, Anishinaabe, c'est... Elle cite les Anishinaabe parce qu'elle est Anishinaabe, mais c'est aussi ça de beaucoup de la plupart des cultures occidentales. Fait que dans un tu sais, on peut imaginer, t'es dans un mode de vie où t'es collé sur le cycle des saisons, les villages se déplacent, tu suis les troupeaux, t'es connecté à la nature. Ben à ce moment-là, tes concepts pour comme donner du sens à la société puis au monde, ils se transforment en conséquence. Fait que dans un tel mode de vie, et c'est comme impensable d'imaginer une frontière comme un trait, genre, sans épaisseur qui traverse l'espace, genre, comme nos frontières actuelles. Les frontières, dans la vision autochtone, c'est des relations. Ça, je trouve ça philosophiquement super intéressant puis pertinent. Parce que dans cette vision-là,
Donc la frontière est pas, est pas comme collée sur le monde, genre comme une carte de Google Maps. D'ailleurs, c'est ça, le fait qu'on ait besoin de cartes papier pour lire, pour s'orienter dans le monde réel, ça témoigne un peu du fait que d'une déconnexion, tu sais, genre la carte, genre, qu'on colle sur le monde de manière artificielle. Ben c'est sûr qu'avec nos villes modernes, c'est différent, mais genre, par exemple, la frontière américaine, ou les frontières entre des pays, c'est tellement artificiel que tu peux pas, genre, regarder, à moins, évidemment, qu'elle soit altérée par les humains, mais elle est pas dans le monde, puis dans la pensée traditionnelle autochtone. Ok, je comprends. Je pensais Tu que comprends? je pensais que tu disais que c'était pas nice d'utiliser une carte, genre, pour se déplacer dans... Tu sais, comme... Moi, je suis comme, ben, sorry, là, je connais pas exactement... Je sais même pas c'est où, genre, Saint-Eustache. Non. Comme, comment est-ce que tu veux que je me déplace? Non, je vais juste dire que... Pas de carte. que tout... Tu sais, il y a des choses qu'on a besoin de savoir en regardant une carte, puis qui sont pas là, tu sais. Genre, tu es dans le bois, puis là, tout à coup, tu passes une frontière, c'est pas écrit nulle part, c'est artificiel, tu sais. Surtout les longues frontières qui coupent dans des endroits absurdes, là, tu sais, la frontière canado-américaine, là, que c'est comme, c'est une ligne droite interminable. Ouais. Ça fait des trucs funky, là, en tout cas. J'ai vu des TikTok de personnes qui étaient comme, je suis au Canada, maintenant je suis aux États-Unis. Oui, mais c'est ça, c'est absurde, tu sais, quand tu y penses. Puis quand tu repenses l'idée de frontière, comme dans la tradition autochtone, puis que tu dis, ok, c'est pas une limite artificielle, c'est une relation. Puis là, quand je dis relation, c'est comme la relation entre organismes, entre écosystèmes, ou genre la relation entre une mère et son enfant. C'est comme... philosophiquement, c'est la limite entre deux choses qui sont une à côté de l'autre puis qui interagissent. Donc, c'est mobile, genre ça évolue en même temps que les choses. Ok, puis fait que là, dans le fond, tu pourrais être à la frontière, genre dans, je sais pas moi, dans le Vermont, puis dire, tu sais, je suis américain parce que je me considère américain, genre, plutôt que parce que je suis derrière la frontière. Ben, ça serait plus, genre, c'est absurde de dire que en faisant un pas, t'es plus au même endroit. Dans le sens, c'est que c'est comme il y a un continuum, puis que c'est des relations, par exemple, entre des nations, va bouger, puis tu te promènes en forêt, puis tu croises quelqu'un, tu sais, c'est comme plus intuitif, c'est plus naturel, parce qu'il y a une gang qui s'éloigne, tu sais, c'est un territoire de chasse qui évolue en fonction des saisons, puis en même temps, je dis ça, la frontière entre les différentes nations va bouger en fonction du genre des mouvements, des populations, genre par exemple de chevreuils ou que sais-je, mais aussi des mouvements des gens d'un village à l'autre, etc. Tu sais. Dans le sens, c'est pas, ils vont pas aller se retrouver genre entre les deux villages et dire ça c'est la limite, le hard limit entre nous deux, sinon on se bat. Je comprends full le principe. Tu sais, moi ce qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce qu'on appliquerait ça dans la vraie vie. Mm-hmm. C'est comme, ben, dans la vraie vie, je veux dire, c'était dans la vraie vie, quand c'était comme ça pour eux, mais là, on est full plus, beaucoup, de plein de cultures différentes. Je veux dire, tantôt, je suis allée à l'épicerie, puis il y a une madame qui a crié après des commis parce qu'ils voulaient pas prendre 2 de ses bouteilles de bière, là, puis c'est genre 10 cents chaque, puis leur crié après, puis ils ont dû appeler la police, puis tout. Comment est-ce que cette madame-là est aidante de comme... Tu sais, faut qu'il y ait une limite, genre, quelque part, pour cette personne-là, genre. Évidemment qu'on pourrait pas adapter ça, genre, à la société moderne, dont on a besoin de... C'est ça aussi, tu sais, que c'est aussi que le traditionnalisme conscient, il est conscient précisément parce que c'est comme... On applique ce qui s'applique maintenant, mais on va pas, c'est genre, retourner vivre dans le bois. Je dis on, mais... Tu sais, c'est pas le fun. Il y a une très grande majorité de la population autochtone vit dans les villes et d'autres dans les réserves, mais tu sais, oui, ça s'adapte pas là, à 100%, mais c'est plutôt genre, comme une source d'inspiration pour comme sortir justement des boîtes dans lesquelles ils sont pris actuellement. Puis parce que repenser ce rapport-là justement à la limite comme une relation, ça permet aussi de comme repenser la notion de
traité. Parce que dans la tradition autochtone, le traité, c'est... dans la tradition occidentale, le traité, c'est un truc qu'on signe une fois, puis là, c'est bon pour toujours. Mais dans la tradition autochtone, c'est aussi une relation, c'est quelque chose qui s'entretient, puis qui évolue. Tu sais, genre, à chaque année, tu vas le renouveler. Puis Beta Samosaki Simpson, elle écrit que au moment des premiers contacts avec les Européens, ça faisait déjà des générations que nous établissions des traités avec les nations animales et avec d'autres nations autochtones. Puis là, quand je dis faire des traités avec des nations animales, ça sonne weird de notre regard, on est comme « hein ». Puis ben, au-delà de la dimension symbolique de ça, il y a aussi, quand tu comprends mieux qu'est-ce que les Autochtones comprennent par traité, ça devient moins absurde parce que, tu sais, pour les Autochtones, dans la tradition autochtone, à tout le moins telle que présentée par l'autrice dont je vous parle, c'est pas un document légal, le contrat, c'est comme le renouvellement, genre des conditions d'une relation. C'est comme dans une perspective d'égalité puis de codépendance. C'est réfléchir à une relation puis dire comme ok, c'est ça nos limites. Si on veut cohabiter, c'est ça qu'il faut faire. Puis quand tu veux genre chasser le caribou j'allais dire cueillir des poissons, pêcher les poissons, t'es conscient de comme si tu chasses trop de caribous, ça marchera pas, ils vont s'en aller. C'est comme, tu sais, se prendre conscience des limites puis du fait qu'on est dépendants les uns des autres. Fait que dans ce sens-là, ça a du sens de dire que on entretenait des traités avec les nations animales. Puis évidemment, il y a toute une dimension spirituelle à tout ça. C'est beaucoup plus que ça, mais c'est beaucoup plus intelligible pour nous, genre nos petits blancs, quand on s'est expliqué comme ça. Puis ça montre aussi, c'est ça, que c'est une relation. C'est une relation. Fait que quand les Occidentaux ça y arrivent puis ils proposent aux nations autochtones de signer des traités, puis tu sais, traduit aussi imparfaitement qu'on peut l'imaginer que c'était. Mais les nations autochtones étaient comme chill, genre, on va établir des relations. Mais il y avait zéro. Comme ils comprenaient 0% qu'est-ce que les Occidentaux. Tu sais, dans quoi ils s'embarquaient. Là. Parce que pour un traité. Ça allait être permanent. C'est ça. Sauf que, encore aujourd'hui, quand les Autochtones vont devant genre la Cour suprême pour défendre leurs droits, mais ça revient tout le temps au maudit traité, genre, c'est tout le temps ça, là-bas, c'est comme, oui, souvent c'est comme, tu sais, l'autorité de l'État canadien sur les peuples autochtones, c'est tout, c'est juste ça, là, tu sais. Puis... c'est tellement fucked up, là, comme... Ouais. que ce soit établi depuis comme des centaines d'années, puis là, c'est comme, ouais, mais vous avez fait ça. Non, ni toi ni moi, là, comme c'est des ancêtres, là, c'est des personnes qui existent plus, puis comme... Mm-hmm. On peut-tu en reparler, s'il vous plaît? Là? Je pense qu'il y a vraiment une rigidité contre-productive là, dans tout ce qui est législation, puis comme les lois et tout, là, comme tu disais, avec la Constitution canadienne aussi. Mm-hmm. Ça fait clairement plus de mal que de bien. Oui. Ouais, effectivement. Puis... ce que ça implique aussi, cette pensée-là du traité puis de la frontière comme des relations, ben ça témoigne aussi du fait que, tu sais, philosophiquement, ce qui était plus important dans la tradition intellectuelle autochtone, c'était pas les choses, c'était les systèmes de relations entre les choses. Tu sais, nous, mettons, dans la société puis la tradition philosophique occidentale, il y a d'abord genre les objets, puis ensuite ils sont mis en relation les uns avec les autres. Mais dans la pensée autochtone, les objets sont éphémères, puis les seules choses qui subsistent, c'est les relations. Puis c'est ça qui est entretenu, puis c'est ça qui est le plus important puis le plus réel. Puis, fait, quand tu réfléchis comme ça, que t'es comme, ce qui est le plus important, c'est pas les choses, les limites des objets physiques, mais les relations entre les choses, puis l'équilibre, tu sais, dans un système. Mais ça amène à avoir une vision qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire,
En fait, je veux pas tomber dans le fait que c'est meilleur, genre. Parce que, comme dans tout système de pensée, il y a des trucs nice et des trucs pas cool. Mais ça permet vraiment de proposer une vision de la société qui est intéressante dans la mesure où c'est correct que des choses apparaissent puis disparaissent, puis que les relations se transforment. Par exemple, souvent, quand il y avait une crise politique, l'autorité émergeait pas parce qu'il y avait comme un expert, tu sais, comme nous, on a des politiciens, c'est comme des experts en politique. Mais en fonction de l'expertise, puis de la connaissance, il y a des gens qui prenaient le lead de manière comme organique, puis on était beaucoup plus conscients, je dis on, mais excluant la personne qui parle, des relations, c'est ça quand je dis, c'est le plus important, c'est les relations. Ça, quand appliqué à une communauté, c'est qu'en tant qu'individu, tu es beaucoup plus conscient de ta place au sein d'un groupe, puis au sein même des relations internationales, mais internationales en Amérique, entre les nations autochtones, parce qu'à chaque fois, c'était comme tu penses ta relation à ta mère, par exemple, à ta famille, de la même manière que dans la même bulle que tu penses ta relation à ta communauté, puis à ça, tu rajoutes ta relation aux animaux, puis à ça, tu s'inscris, tu sais, il y a de quoi de vraiment plus holistique, là. C'est comme un mot qui veut juste dire que tout est dans tout. Puis là, il y a un autre penseur que je vais introduire qui s'appelle Tanake Alfred, qui est aussi un penseur autochtone, puis il dit ce que ça implique, c'est contrairement à la vision occidentale, cette manière-là de penser l'autre dans la société, c'est pas oppositionnel, parce que c'est plutôt chaque individu contribue à l'atteinte et au maintien d'un équilibre. T'sais. Fait que quand ce qui prime, c'est les entités, que ce soit l'État, les individus dans une société, penser la relation entre les choses, c'est nécessairement genre comme une bataille, là, de comme un qui va gagner l'autre, puis ça c'est très ancré dans la tradition moderne, genre en Occident. Mais quand tu penses d'abord les relations, ben les individus sont secondaires. Ce qui est important de préserver, c'est pas genre l'intégrité des gens, c'est les relations entre les gens. Puis là, ça veut pas dire genre qu'on s'en fout des gens, évidemment. Mais parce que dans la tradition autochtone, il y avait au contraire un sens de l'individualité vraiment très fort, dans le sens où t'es conscient de ta place dans le monde, puis de ton importance au sein d'un équilibre. Puis c'est ça, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça propose des alternatives vraiment cool au constitutionnalisme, puis au paradigme juridique canadien. Parce que ouais, c'est ça, comme dit Beta Samosake Simpson, cette théorie-là, genre du retour aux traditions, de puiser dans la sagesse de la tradition autochtone, ça permet de retourner à nos propres systèmes de valeurs, puis de trouver des réponses qui pourront fournir des modèles historiques pour imaginer des structures juridiques séparées à l'intérieur d'un territoire partagé. Fait que je sais pas si tu vois où je m'en viens, dans le sens où le potentiel d'amener, c'est une vraie fédération, tu sais. Là, on est une fédération canadienne, mais tu sais, c'est très centralisé, puis c'est très hiérarchique. Mais une fédération, comme au sens de la pensée autochtone, ce serait plus une relation égalitaire, puis ce serait pas oppositionnel. Ce serait quoi? Ce serait avec leurs propres représentants, ou ça enlèverait aussi le concept de first past the post qu'on a, puis qu'il y a genre des partis politiques? Ben, ça transformerait beaucoup de choses, mais évidemment, il y a un moyen de... Je sais pas si je suis trop dans le concret, là, excuse-moi. Non, mais c'est des super bonnes questions. On n'est jamais, on est jamais trop dans le concret. Ouais. Mais c'est comme une idée qui part de... Genre de... Avec la philosophie, en tout cas, on part de l'abstrait, puis là, on va dans le concret après, puis là, on s'organise. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de... Quand tu es dans le concret, il y a plein d'affaires que tu
prend pour acquis. Puis là, l'idée, c'est comme de taper, genre, sur les gros concepts de base. Ouais. C'est parce que, tu sais, genre, les concepts des partis politiques, ça se base sur une idée, genre, de l'État puis de la représentation dans un système centralisé qui est basé sur la Constitution canadienne. Mais là, c'est comme... On part de loin, puis ça peut paraître super intense, là. Mais on va y revenir. Mais je trouve pas ça intense, je trouve ça juste pas clair. Ouais, je comprends. Genre, je comprends pas c'est quoi le but. Genre, Mhm. où est-ce qu'on arrive avec ça? Ben, Mettons que... Tu sais, je veux dire, je trouve ça super intéressant puis important que les nations autochtones, puis qu'on écoute comme les penseurs autochtones, qu'est-ce qu'ils ont réfléchi puis qu'est-ce qu'ils ont philosophé sur qu'est-ce qui serait les traditions qui seraient nice à comme ramener puis à comme adapter à la vie moderne et tout. Mais à date, c'est juste comme... Tu sais, c'est juste la théorie. Mhm. Mais c'est quoi les solutions concrètes? Comment est-ce que concrètement ça se représenterait? Mais concrètement, ben ça passe par une transformation de la... Attends, je sais pas par où commencer, là, mais... Excuse-moi. Tu sais, il y a plein de points de départ, notamment le fait que, tu sais, en théorie, le Canada, c'est déjà une fédération, tu sais. Même si, dans les faits, ça c'est pas tout à fait, genre, structuré comme ça pourrait l'être avec une fédération, genre d'États égaux. Fait qu'il y a moyen de partir de ça. Puis il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de constitutionnistes, genre, puis de penseurs qui réfléchissent à ça. Tu sais, là, je citais James Tully, mais il y a, genre, j'ai un autre chercheur que j'ai étudié qui s'appelle Michel Morin, qui est professeur de droit, qui s'intéresse justement à... Tu sais, il a écrit L'usurpation de la souveraineté autochtone. Puis il va genre puiser dans, par exemple, le fait que la loi constitutionnelle de 1982 a stipulé que les droits... elle reconnaissait le droit des peuples autochtones à se gouverner eux-mêmes. Puis, tu sais, c'est des trucs qui sont écrits, qui sont comme... C'est déjà comme un... Tu sais, tu dis c'est pas clair. Mais la Constitution canadienne est déjà pas claire puis ambiguë dans le statut, genre, qu'on accorde au peuple autochtone. Fait qu'il y a moyen d'aller comme s'accrocher à ça, puis c'est très abstrait, mais c'est genre l'échelle de la pensée constitutionnelle, genre. Puis si tu transformes ça, il y a moyen de percoler. Mais en même temps, il faut que ça vienne de plusieurs échelles, là. Mais ça, je vais y revenir. Puis parce qu'il y a aussi moyen de... En ce moment, les nations autochtones, tu sais, c'est des conseils de bande. Puis c'est structuré un peu, genre... malheureusement, c'est l'État canadien qui a comme imposé une structure à l'organisation des réserves et tout. Puis c'est une structure qui est essentiellement, genre, hiérarchique puis calquée de l'occidental, genre. Puis ce que ces penseurs-là proposent, entre autres, c'est de... Tu sais, là, j'allais dans l'abstrait de le rapport, tu sais, genre la communauté, les relations, mais c'est parce que c'est des connaissances qui sont disparues, qui sont mal connues, même des Autochtones en ce moment. Puis de reprendre ça, puis de l'injecter dans le système d'éducation des Autochtones, se réapproprier la manière de se définir, puis de faire des initiatives à l'échelle de communauté pour ça. Tu sais, comme là, en ce moment, il y a une victoire qui a été faite, je sais pas les détails, mais que ils sont en train, il y a des communautés qui veulent pas passer par la DPJ pour quand il y a des problèmes familiaux, que ça aille pas genre dans une famille d'accueil à l'autre bout du monde, que ça reste dans la communauté. Mais déjà ça, c'est comme essayer de s'approprier genre leur souveraineté en appliquant des principes traditionnels justement qui remet de l'avant l'importance de la communauté, puis en réappliquant certaines valeurs, ça va comme... Parce que ce qu'il faut aussi, c'est que, tu sais, on parle de souveraineté, genre pis d'État et tout, mais tout ça, c'est genre des constructions sociales qui sont abstraites. Puis ça existe juste parce qu'on y croit. Tu sais, on est là avec la Constitution, genre les systèmes juridiques et tout. Mais à partir du moment où tu dis à des gens, voici tes ancêtres, genre, ils proposent ça. C'est une manière de te réapproprier, de dire à l'État canadien, genre, fuck you. Moi, je crois à ça. Puis
c'est légitime, puis je vais te forcer à me parler d'un pied d'égalité. Puis tu parles comme ça, puis là, il y a des gens qui vont t'entendre, puis il y a déjà des gens qui écoutent ça, tu sais, il y a des juristes qui travaillent là-dessus, puis il y a des grosses transformations qui se font, puis c'est pas juste poussé par les nations autochtones, tu sais, on le voit, l'État canadien est un peu en train de se... Tu sais, c'est pas un bel édifice, le Canada, tu sais, genre... là, déjà que le Québec, on est comme... on est, genre le mouton noir du Canada, une relation tumultueuse avec... On essaie de se séparer 2 fois, on est comme dedans, mais comme... Oui pis non, pis là, t'as l'Alberta qui... Il y a comme un mouvement séparatiste qui monte, le Wexit. Tu sais, c'est comme... Ça marche pas, là. Puis ces idées-là qui partent de la tradition autochtone, ça donne comme les bases pour comme repenser, de se dire « Hey, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. On n'est pas obligé de s'accommoder d'une constitution tout croche, genre, qui est centralisée. » Tu sais, on a le droit d'être vraiment multiculturel, genre, on a le droit d'être autonome, mais ensemble. Puis j'aimerais ça présenter, il y a un artiste qui s'appelle Bill Wright, qui est un sculpteur de la nation Haida, dans l'archipel de Haida Gwaii. Parce que je trouve que c'est une belle métaphore de ce qui serait proposé comme État. Puis tu sais, évidemment que c'est abstrait, c'est symbolique, mais parce que, bon, c'est vraiment un sujet gros, là, puis on peut pas... Tu sais, moi-même, je suis pas un expert, mais que je trouve inspirant d'y réfléchir. En tout cas, puis il a fait une sculpture super célèbre, là, que ça s'appelle l'Esprit de Haida Gwaii. Puis c'est c'est plus sur nos 20$, mais je sais pas si tu te souviens, il y a un 20$, que évidemment d'un côté il y a la reine, mais de l'autre côté il y avait comme un genre de grosse sculpture, c'est une illustration genre d'un canot avec des bonhommes dedans. Tu te souviens-tu de ça? Peut-être. C'est un 20$. Et c'est vraiment une superbe illustration, c'est une sculpture vraiment folle, genre. Puis c'est une sculpture qui a fait, c'est comme immense. Je sais pas, c'est comme 8 pieds de haut, puis c'est coulé en bronze, puis il y en a 4, je pense, copies. Il y en a comme une dans l'ambassade du Canada aux États-Unis, à Washington. Il y en a 2 au Canada. En tout cas, puis c'est comme un gros canot avec des esprits à l'intérieur, stylisé dans la tradition genre artistique des Autochtones de la côte ouest là, du Canada, près de Vancouver. Puis c'est comme une métaphore de ce que pourrait être une société multiculturelle comme elle l'a déjà été dans les sociétés autochtones avant. C'est-à-dire que de 13 bonhommes qui sont ils symbolisent chacun leur shit ils sont là dans leur canot, puis ils pagaient sur un fleuve, ok? Ils sont tous dans le même bateau. Puis dans cette histoire-là, les passagers, ils vont se chicaner, ils se disputent comme une reconnaissance, puis une place dans le canot, puis ils se disent « Ah, moi je vais aller là, non? » Puis là, il y a des rapides, puis là, ils s'obstinent, genre, ils se passent la pagaie et tout. Puis c'est chaotique, mais chacun s'exprime à sa manière culturellement distincte, puis chacun accepte les limites de l'autre. En fait, c'est comme une gang d'amis, tu sais, mais pas nécessairement amis, parce qu'on... Puis c'est surtout que ils acceptent le fait que ils sont distincts, puis ils s'obstinent parce qu'ils sont distincts, mais que tout seul, ça marcherait pas, puis surtout qu'ils ont besoin des autres pour exister, genre que leur identité en tant qu'individu, puis en tant que groupe social, est autant définie de l'intérieur que de l'extérieur. Fait que c'est comme une reconnaissance du fait que comme on s'oppose, mais parce qu'on s'oppose, on existe ensemble. Puis c'est comme une sagesse qu'il y a pas dans la tradition, genre, en tout cas pas à l'époque moderne où on écrit la Constitution, que les groupes sociaux, ils existent parce qu'ils s'opposent puis parce qu'ils se complètent. T'sais, à l'époque, c'était comme, il y a telle société idéale, puis c'est comme ça que la société doit être faite. Là, c'est un mode de pensée qui prend de l'ampleur de nos jours, tu sais, comme les sociologues, ils vont nous dire que tout est une construction sociale, que les groupes sociaux, tu
sais, on se définit contre quelqu'un, mais c'est parce qu'on se définit contre quelqu'un qu'on existe, tu sais, qu'on existe, genre. Quand t'haïs quelqu'un, le fait que tu l'haïsses, ça te construit, même si ça te semble... Vous êtes une gang à haïr la même personne. C'est ça. Puis le fait que tu sois haï va te définir, genre le regard de l'autre, en tout cas. Puis tu sais, c'est des trucs genre de psychologie puis de sociologie, mais qui étaient compris d'une certaine manière dans la tradition autochtone, justement parce que c'est réfléchi comme, encore une fois, comme des relations d'abord. Fait que ces voyageurs-là, ils sont dans le canot, puis sont tout le temps en train de renégocier, genre, leur voyage, genre. Genre, il n'y a pas d'objectif lointain, comme genre un traité immuable. Ils sont tout le temps en train de négocier leur chemin, puis le but de leur voyage, c'est cette délibération-là. Puis c'est comme une métaphore de comment on pourrait transformer l'État canadien, où c'est plus juste genre des élections aux 4 ans, puis évidemment ça demande plus, ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait sur l'éco-anxiété, que j'étais comme, faut transformer notre rapport à la société. Mais c'est un peu ça parce que ça demande une transformation de notre compréhension du monde politique, parce que effectivement, il faudrait tout le temps être en train de renégocier notre rapport à l'autre, mais ce serait tellement plus confortable parce qu'on serait pas forcé tout le temps d'être dans une position qui nous est pas naturelle. Tu sais, là en ce moment on est en mode genre ça passe ou ça casse, tu sais, les révolutions là, ça se peut parce que tu mets des gens dans une boîte qui leur convient pas, puis là il y a un inconfort qui va augmenter jusqu'à temps que ça pète. Puis c'est en fait le fait qu'il y ait des révolutions dans des sociétés, c'est la preuve genre que c'est un système qui est absurde quand tu y penses. C'était des constitutions immuables, en imaginant que, tu sais, même si au moment où tu fais ta constitution, c'est la meilleure chose possible pour tes citoyens, à un moment donné, ça marchera plus parce que l'humanité évolue. Les groupes sociaux apparaissent, disparaissent. Il y a des langues qui naissent, il y a des sociétés changent. Tu sais, le Canada, il est plus comme il était, etc. Puis il est pas comme il va être dans 50 ans. Fait que j'ai l'impression qu'on se situe comme dans un moment dans l'histoire où c'est pertinent de se mettre dans cette position-là puis d'essayer d'accepter des idées comme celles des traditions intellectuelles autochtones pour repenser comme la Constitution canadienne. Puis là, ce qui serait cool, c'est que t'aurais comme un... Tu sais, genre, pourquoi pas... Puis là, c'est ce que proposent genre les penseurs, que genre comme Beta Samosaki, James Tully ou Tayake Alfred. C'est genre, pourquoi pas 3 paliers de gouvernement où t'as le fédéral, provincial, puis les nations autochtones. Puis, ils sont tous égaux. Le rôle du gouvernement fédéral, c'est juste genre d'être comme un intermédiaire, genre, qui fournit la parole. Puis c'est pas la personne qui va diriger le bateau. C'est intéressant. Puis tu sais, on est là, 3 paliers de gouvernement, puis on est comme, what? Mais pourquoi pas? Tu sais, il y a plein d'affaires qui nous semblent comme des mind blows, mais que, genre, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Genre, la société, c'est notre terrain de jeu, là, si on veut. En tout cas. Ouais. Puis là, puis je dis ça, puis c'est pas dans le vide, sachez les gens. Il y a des trucs qui se font. Il y a des gens qui travaillent justement à transformer la Constitution canadienne, d'essayer de trouver des manières de donner une vraie autogouvernance au peuple autochtone. Fait que ça se fait. Puis ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que ce que je trouve fucked up, qui est là-dedans, pis tu sais, je trouve ça super intéressant, tu sais, le sujet d'aujourd'hui, puis je pense que ce serait... comme il y a vraiment des cool idées et tout, mais je suis comme fâchée parce que, tu sais, les nations autochtones, ils peuvent pas comme faire cette révolution-là ou whatever, parce qu'ils sont minés dans leurs besoins de base, genre. Ouais. Comment est-ce que tu peux te battre si t'as pas la force de juste te lever debout, tu sais, puis parce c'est que... le gros problème. Puis tu sais, on est là, c'est des intellectuels autochtones qui disent ça, qui appellent à la mobilisation de des nations, des peuples autochtones. Mais effectivement, c'est beaucoup demandé. Tu sais, tu les regardes, t'es comme, allez les amis, levez-vous, levez-vous-en, mais comme, ils ont pas nécessairement d'eau potable, il y a des gros problèmes au niveau de la rétention de professeurs puis d'éducation. T'as des gros problèmes de gros problèmes de dépendance, toxicomanie, qui sont
qui sont comme donnés par des personnes blanches, genre, pis comme par... Tu sais, c'est quand même... Oui, mais c'est pas juste ça, tu sais, dans le sens, c'est pas immobile, ça évolue, puis tu sais, on en parle peut-être pas beaucoup aux nouvelles, mais il y a des exemples de leadership autochtone, genre de trucs qui émergent, genre des festivals, des écoles, des commerces, des trucs. Absolument, quand je dis ça, c'est pas une question, encore une fois, l'essentialisme. Non, mais c'est pas une question de généraliser non plus, tu sais, mais c'est une question que c'est systémique. Tu sais, là, on a retrouvé comme des corps d'enfants morts autochtones dans des pensionnats, dans des écoles. Les gens se sont fait voler leurs enfants, là, par des... Tu sais, un moment donné... il y a eu ces pensionnats-là que, dans le fond, ils prenaient les enfants de force pour les convertir au christianisme, puis après ça, ils allaient comme trouver toutes les raisons du monde d'arracher, de séparer les familles pour confier les enfants à des personnes blanches, pour un peu comme les... éliminer, en fait, l'identité autochtone, tu sais, par des lois, puis par c'est épouvantable. des institutions, fait que tu sais... Genre, l'impérialisme, c'était solide ça, le colonialisme, on est encore dedans. Hein. Ben oui, on est encore dedans, tu sais, puis là, la route, je voulais en parler, là, moi, de ce que... Tu sais, parce que là, tu vas parler, avant qu'on commence, tu sais, un peu de ton sujet, puis moi, je te disais que je connaissais pas grand-chose, comme honnêtement, mais que ce que je connaissais, premièrement, c'était toutes des affaires full horribles, puis deuxièmement... tu sais, mettons la route des larmes avec les femmes autochtones disparues qui se font comme agresser sexuellement, puis qu'on retrouve des fois les corps, des fois pas. La route des larmes, c'est la route Yellowhead qui fait 724 km. C'est la numéro 16 en Colombie-Britannique. Puis il y a plein de femmes qui sont disparues puis qui ont été retrouvées assassinées sur cette route-là parce que les villes, les villages, les réserves sont tellement séparées de beaucoup de kilomètres, puis il y a pas de... Il y a pas ou très peu, en fait, d'infrastructures, mais pas d'infrastructures de transport en commun, genre. Fait que, là, dernièrement, tu sais, ils ont dit, ah oui, on va avoir un train ou un bus, en tout cas récemment, là, qui en ont parlé, genre en avril 2021, mais c'est pas fait encore, puis c'est une problématique qui date des années 60, qu'on sait que c'est une route où il y a du monde, genre des femmes en particulier, qui se font comme kidnappées, puis comme violées, puis tout, particulièrement des personnes autochtones, parce qu'elles doivent faire du pouce. Mais on le sait, ça. Tu sais, c'est pas comme nouveau, c'est pas... tout à coup, non. le gouvernement... mais le gouvernement, il ne savait pas. Mais non, il savait. Pourquoi est-ce que ces infrastructures-là sont pas faites? Tu sais, c'est comme révoltant. Puis ça a été, non seulement, c'est pas juste de la négligence, il y a plein de trucs qui ont été faits intentionnellement dans le but d'assimiler genre les populations autochtones, c'est pas du racisme systémique, expliquez-moi c'est quoi, là. Ouais, puis c'est super violent, fait que, c'est pour ça que je questionnais tantôt, j'étais comme, ok, mais c'est quoi concrètement, parce que moi, c'est sûr que je suis pessimiste, tu sais, tant mieux s'il y a vraiment des choses qui se passent, comme tu disais, puis tu sais, des intellectuels autochtones qui ont des plans de match, puis comme, et tout, mais c'est difficile de pas être pessimiste. Mais oui, effectivement, c'est difficile, mais c'est important de pas l'être. Genre, c'est comme, même si tu dis que ça se peut que ça marche pas, il faut être optimiste, il faut réfléchir. Puis il y a pas juste optimiste de comme, tout va bien, puis là, tu t'assois. Optimiste dans le sens, de, oh shit, qu'est-ce que je peux faire pour aider, tu sais. Effectivement. Puis moi, ce que je trouve cool avec genre, ce dont j'ai parlé parfaitement, c'est que ça... C'est parce que j'espère que j'ai aussi communiqué, là, c'est comment ça légitimise... Il y a une manière une pensée autochtone qui est complètement différente de la pensée politique occidentale. Mais c'est important justement de lui donner sa légitimité puis sa force, au lieu de dire que comme c'est cute, la petite spiritualité, tu sais, genre full le paternalisme, genre tellement traduction autochtone, t'invites avec des gens avec leur tambour là, quand tu te coupes un ruban, puis c'est comme ils sont cute. Non, genre c'est des gens comme les personnes blanches puis qui ont une tradition genre politique, intellectuelle, super riche. Puis c'est plein de solutions. Puis là, tu sais, j'ai juste touché la surface de ce que peut amener la pensée autochtone. Mais qu'il y a plein de manières. Puis c'est ça c'est aussi qui est cool, c'est que
c'est une autogouvernance, mais dans les termes des communautés autochtones, c'est genre avec leur propre concept, puis de leur manière, pas genre d'une manière... Tu sais, ils veulent pas un État à côté du Canada qui est hiérarchique avec des élections 4 ans comme nous, là, ça a comme pas de sens. Ça participe d'un impérialisme culturel, si c'est juste calqué sur le... Mais bon, là, on est arrivé au bout de notre aventure, en tout le moins temporellement, mais je vous invite, les gens, à poursuivre l'investigation très vivement, en lisant, par exemple, premièrement, à aller voir, taper l'esprit de Haida Gwaii sur Internet pour aller voir la sculpture dont j'ai parlé, qui est vraiment extraordinaire. Puis Bill Wright, c'est un artiste vraiment cool. On va sûrement avoir mis une photo sur notre compte Instagram. Puis vous allez la reconnaître, là. Info le connu. Sinon, je vous invite aussi, si vous êtes intéressé, parce que j'ai dit, aller lire le livre « Danser sur le dos de notre tortue, la nouvelle émergence des Anishinaabe » de Lynn Betessa-Mosake Simpson. C'est un livre qui se lit super bien, c'est super beau, c'est super intéressant, puis c'est essentiellement ce que j'ai dit, mais d'une manière plus élégante. Puis si vous voulez aller plus dans le hardcore, puis plus dans le monde universitaire, il y a genre James Tolley que j'ai cité qui a écrit Une étrange multiplicité, le constitutionnalisme à une époque de diversité. Puis là, mais c'est super intéressant, mais c'est plus académique. Puis là, il y a d'autres... En tout cas, j'ai d'autres références que je partagerai si vous voulez aller plus loin, mais sinon, c'est ça. C'est le tour du bateau, le cercle des eaux. Moi, mon mot de la fin, ça va être d'encourager les gens à être fâchés. Ouais. Ben oui, nous autres, on est un podcast woke, tout le temps fâché. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais oui, moi, Amélie, la féministe frustrée, bisexuelle, je t'encourage à te pogner avec le monde dans les festivals qui portent des coiffes avec des plumes, puis d'être gossant avec ton université pour savoir c'est quoi leur programme les bourses qui encouragent à ce qu'il y ait des personnes, des communautés autochtones qui viennent suivre une éducation. Oui. Est-ce qu'ils donnent des programmes dans des endroits qui sont accessibles? Est-ce que ils font des plans? Parce que oui, être gossant, ben c'est comme ça qu'on change le monde. Oui, c'est pas juste mais... en lisant un livre, là. Non, c'est ça. Puis gosser, ça amène quelque chose dans l'esprit des gens que tu gosses, de comme un doute, puis là, ils vont aller se renseigner, puis ça va les mettre en mouvement, tu les pousses. Puis c'est ça. S'il y a à ton travail, pose des questions, genre, avez-vous pensé à les demander à des personnes autochtones? Est-ce que vous avez pensé à inviter des conférenciers, des conférencières autochtones, etc. Ouais, puis aussi, peut-être se renseigner sur c'est quoi les nations ou les réserves qui sont dans votre région, puis voir c'est quoi leur lutte actuelle ou leur combat politique. Ils ont souvent un site web, là. Fait que, tu sais, c'est pas des personnes qui vivent dans des cavernes, là. Ouais, c'est des gens. C'est des personnes humaines. Fait que... qui sont actuels. Je pense que ça peut être des bonnes pistes de solution. Encore une fois, c'était un sujet super léger. Sarcasme. Nous autres, on aime ça, les sujets lourds, Alexis. Oui. Ben, c'est des sujets importants, là, parce qu'on est fâchés. Ben oui, c'est ça. Écoute, si vous voulez rire, allez écouter des humoristes. Hein? Nous autres, on est sexologues puis philosophes. Ben, vous pouvez rire avec nous aussi, mais en étant fâchés. Oui. Sur ça, on vous envoie des bisous. Un rire fort. Un rire fort. Rire genre... Ouais. Fâché, ça marche. Ok, bye les précieuses. Bye bye.